somebody using a gun shooting people inside the studio. Is anyone hurt? I don't know. It happened too fast. Everybody ran away, so I don't know. I thought he was using a firecrackers. « 21 janvier 2023, Californie. Ce que vous venez d'entendre, ce sont les toutes premières minutes d'un massacre commis pendant les célébrations du Nouvel An lunaire dans une salle de danse. En l'espace de quelques secondes, une soirée dédiée à la fête s'est transformée en scène de guerre. Un homme armé est entré, a ouvert le feu sans distinction, calmement, méthodiquement, puis il est reparti comme il était venu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que quelques minutes plus tard, à seulement quelques kilomètres de distance, le même homme va pousser une autre porte. Sauf que, cette fois, il va tomber sur quelqu'un qu'il n'avait pas prévu. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de HVI, je vous raconte la tragédie du massacre de Monterey Park. Générique. Retrouvez dès aujourd'hui vos épisodes préférés de HVI en format podcast. Khu Can Tran avait 72 ans. Il vivait isolé, coupé de sa communauté, convaincu que tout le monde lui en voulait, qu'on le rejetait, qu'on l'humiliait. Et c'est ce genre de solitude silencieuse qui peut détruire une vie. On parle rarement de la santé mentale des personnes âgées, de ceux qui vivent seuls, qui s'enferment dans leurs pensées, qui accumulent les ressentiments sans jamais pouvoir les exprimer. Et pourtant, c'est un problème réel et potentiellement dangereux, tant pour eux que pour leur entourage. Parce que quand personne n'écoute, quand il n'y a aucun espace pour déposer cette souffrance, elle ne disparaît pas, elle s'accumule, elle s'alourdit. Et c'est pour ça que je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo, BetterHelp. Si vous arrive parfois de ressentir ce genre de choses, l'isolement, la colère qui monte, l'impression que personne ne vous comprend, ou si quelqu'un dans votre entourage semble s'enfoncer dans cette spirale, en parler à un professionnel, c'est la meilleure chose à faire. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en contact avec un thérapeute français certifié, inscrit à l'agence régionale de santé, qui vous comprend vraiment. Ce qui est intéressant avec BetterHelp, c'est que tout est pensé pour que ce soit le moins contraignant possible. Pas besoin de chercher pendant des semaines, pas de liste d'attente interminable et surtout, pas besoin de se déplacer. Vous remplissez un questionnaire sur ce que vous vivez et la plateforme fait le taf, elle analyse vos besoins et vous met en relation avec un thérapeute qui correspond vraiment à votre situation. C'est pas ni un tirage au sort ni un matching en fonction des thérapeutes disponibles, non, c'est un vrai matching basé sur vos préférences et votre profil. Ensuite, vous effectuez vos séances comme vous voulez, en visio, si vous avez besoin de voir quelqu'un, par téléphone, si c'est plus simple, ou même par message écrit, si vous préférez. Et contrairement à la thérapie classique, où vous attendez une semaine entre chaque rendez-vous, là, vous pouvez envoyer des messages à votre thérapeute quand vous en avez vraiment besoin. Vous n'êtes pas seul entre les séances. Si jamais vous sentez que ça ne colle pas avec le thérapeute qu'on vous a attribué, vous pouvez en changer sans payer un centime de plus. Vous avez accès en tout à plus de 300 psychologues cliniciens ou psychothérapeutes, tous inscrits à l'agence régionale de santé. L'idée, c'est vraiment de trouver la bonne personne pour vous. Et bien sûr, aucune contrainte, vous mettez en pause si vous partez en vacances, vous vous arrêtez si ça ne vous convient plus, il n'y a aucun engagement. Dernier point, sur BetterHelp, vous parlez avec un vrai thérapeute certifié, un humain, pas juste une IA qui, soyons honnêtes, la plupart du temps, ne fait que valider ce que vous voulez entendre. Si vous pensez que ça pourrait vous aider, je vous laisse le lien en description, betterhelp.com/rafu, qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur votre premier mois. Nous sommes le 21 janvier 2023 et ce soir, Monterey Park est en fête. La ville californienne, à 15 km à l'est de Los Angeles, célèbre le Nouvel An lunaire et plus tôt dans la journée, 100 000 personnes ont défilé dans les rues. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la fête, le Nouvel An lunaire, c'est l'une des célébrations les plus importantes pour les communautés asiatiques à travers le monde. C'est plus communément appelé le Nouvel An chinois. Monterey Park est la première ville des États-Unis à avoir une majorité de résidents d'origine asiatique américaine et ici, c'est le moment de l'année. Au 122 West Garvey Avenue, il y a le Star Ballroom Dance Studio, une institution locale fréquentée par des seniors passionnés de danse de salon. Et ce soir-là, le studio est bondé. Une quarantaine de personnes sont venues fêter la nouvelle année. La musique résonne, les couples tournoient sur la piste.
Les danseurs ont entre 50 et 76 ans, la plupart sont des habitués, des amis qui se retrouvent plusieurs fois par semaine. En fait, pour beaucoup, le Star Ballroom, c'est bien plus qu'un studio, c'est presque une deuxième famille. Il est 22h22 précise quand tout bascule. Un homme asiatique d'une soixantaine d'années pousse la porte sans un mot. Il sort un pistolet Cobrae M11-9 avec chargeur haute capacité, une arme plus communément connue sous le nom de Mac 10. Ce type d'arme est complètement illégal en Californie depuis 1989, mais ça ne l'a visiblement pas empêché de s'en procurer un. Et sans hésitation, il ouvre le feu. Cindy Lau remembers performing her choreographed dance when she thought she heard firecrackers, a common Chinese tradition during the festivities meant to scare off evil spirits. We were so into the music and the dance, we didn't even notice the shooter came in. I saw this couple dancing together and then they fell onto the floor. The firecrackers Lau thought she heard were actually gunshots. Le tireur avance calmement, tirant 42 fois, 42 balles qui transforment cette soirée en cauchemar. I was thinking to myself, please do not move. If you move even 1 inch, you are not going to make it. When I came out of the room and to the dance hall, I saw a lot of blood on the floor. I saw people on the floor. I even saw someone shot in the head. Les témoins raconteront plus tard que c'était comme une zone de guerre. Des gens courent, se jettent sous les tables, des corps s'effondrent sur la piste de danse. C'est le chaos total. Dans le parking, Mai Mai Nan, 65 ans, tente de rejoindre sa voiture pour prendre la fuite. Elle n'y arrivera jamais. Okay, and is your girlfriend awake? I'm not sure. Hey, can you talk to me? No, she cannot Do talk. you see any bleeding anywhere? No, I don't see any bleeding, but I cannot see. Okay, is she breathing? Taking breath? Oh no. Maybe she died, I'm not sure. Mais au milieu de l'horreur, certains décident de ne pas fuir. À 72 ans, Ming Wei Ma est le propriétaire du Star Ballroom depuis 20 ans. Et pour tous, c'est bien plus qu'un patron. C'est un mentor, un des piliers de cette communauté. Quand les coups de feu retentissent, il se précipite vers le tireur pour tenter de le désarmer à main nue. Mais touché par plusieurs balles, il s'effondre. Ming Wei Ma meurt en héros en essayant de sauver ceux qu'il aimait. Yu Lun Kao, 72 ans aussi, danseur régulier, surnommé Monsieur Gentil, dans ce soir-là avec Shali, sa partenaire depuis 15 ans. Leur relation était platonique, mais assez profonde, presque comme un frère et une sœur. Alors quand les tirs commencent, Yu Lun Kao fait bouclier de son corps pour protéger Shali. Il reçoit plusieurs balles dans le dos, Shali survit, Yu Lun Kao succombe. À 22h23, les premiers appels au 911 affluent. 911. Somebody using a gun shooting people inside the studio. What's the address? I don't know the address. It's just a corner. Is it behind Star the- Dance Studio? Yeah, that's the one. The guy is reloading the. You better send police here right away. He might start shooting again. How long ago? Just 2 minutes ago, I thought he was using firecrackers. La police arrive en 3 minutes et découvre une véritable scène de carnage. 10 morts, 10 blessés, dont plusieurs grièvement. Les ambulances affluent, ont trié les blessés et un périmètre de sécurité est établi, mais le tireur, lui, il a déjà quitté les lieux. Calmement, il est remonté dans sa camionnette blanche garée à proximité. Les caméras montreront qu'il n'a pas fui en panique, non, il a quitté le Star Ballroom comme après une simple course. Détail troublant, sa moto est garée à un pâté de maison plus loin, peut-être un véhicule de fuite alternatif. Et à ce moment-là, les enquêteurs font une découverte terrifiante. En analysant les premières images de vidéosurveillance, ils réalisent que le tireur n'a pas vidé tout son chargeur et les caméras le montrent prenant la direction d'Alhambra, la ville voisine. Autrement dit, il n'en a sans doute pas terminé. Une alerte est envoyée à tous les studios de danse, mais à 5 km de là, au Lai Lai Ballroom d'Alhambra, personne n'a reçu le message. Et un jeune homme de 26 ans est tranquillement en train de ranger après la fête, ignorant que dans 17 minutes, sa vie va basculer.
Brandon Say a 26 ans, il est programmeur informatique. Américain d'origine asiatique, il a grandi dans la communauté sino-américaine de Los Angeles et sa famille possède le Lai Lai Ballroom et studio depuis des années. Comme le Star Ballroom, le Lai Lai c'est une institution locale, danse, mariage, événements et célébrations en tout genre. Brandon y a grandi, il connaît tout le monde et d'ailleurs beaucoup des habitués du Lai Lai fréquente également le Star Ballroom. Détail crucial sur Brandon, il n'a jamais appris à se battre et il n'a jamais touché une arme à feu de sa vie. Ce 21 janvier, le Lai Lai a également célébré le Nouvel An lunaire dans la soirée. La fête s'est terminée aux alentours de 22h. Vers 22h30, presque tout le monde est parti, si ce n'est quelques personnes qui sont en train de rassembler leurs affaires et de se dire au revoir. Et Brandon est dans le hall d'entrée, il range, il nettoie, il prépare la fermeture, ignorant totalement ce qui vient de se passer au Star Ballroom. Il est exactement 22h39 quand Brandon entend un cliquetis métallique inhabituel, alors il lève les yeux et là, c'est le choc. So when I first saw him, my thoughts were, oh my God, that's a gun. And what followed was the severity of what I saw. There's a weapon and potentially people could get killed. L'homme devant lui, à quelques mètres, pointe une arme sur lui que Brandon reconnaît immédiatement pour l'avoir déjà vu dans des films ou dans des jeux vidéo. Un pistolet semi-automatique noir avec un long chargeur et ce qui ressemble à un silencieux artisanal. C'est un Mac 10. L'individu qui se tient devant lui est asiatique, âgé de 60-70 ans. Son visage est fermé et il a un regard froid. Le temps se fige. Dans la tête de Brandon, 3 options. Courir, lever les mains ou se battre. Courir, c'est risquer une balle dans le dos. Lever les mains, c'est compter sur la pitié d'un homme armé. Il ne reste donc qu'une seule option. There was a moment I actually froze up because I had the belief that I was going to die. Like my life was ending here at that very moment. But something amazing happened, a miracle actually. He started to try to prep his weapons so he could shoot everybody. But then it dawned on me that this was the moment to disarm him. I could do something here that could protect everybody and potentially save myself. La décision est prise en moins d'une seconde. Brandon se jette sur le tireur. Les 40 secondes qui suivent sont immortalisées par les caméras de vidéosurveillance. When I got the courage, I lunged at him with both my hands, grabbed the weapon, and we had a struggle. We struggled into the lobby, trying to get this gun away from each other. He was hitting me across the face, bashing the back of my head. I was trying to use my elbows to separate the gun away from him, creating some distance. Finally, at one point, I was able to pull the gun away from him, shove him aside, create some distance, point the gun at him, intimidate him, shout at him and say, "Get the hell out of here. I'll shoot. Get away. Go." And at this point, I thought he would run away, but he was just standing there contemplating whether to fight or to run away. I really thought I would have to shoot him if he came at me. This is when he turned around and walked out the door, jogged back to his van. Le tireur monte dans son van, démarre et disparaît dans la nuit. Brandon reste figé pendant quelques secondes avec le Mac 10 toujours entre les mains. Et puis il réalise, il faut appeler la police. Il compose alors le 911, explique qu'un homme armé vient d'entrer, qu'il a réussi à lui prendre son arme et que l'individu est parti en camionnette blanche. La police d'Alhambra arrive en quelques minutes et découvre Brandon, le visage ensanglanté en état de choc, tenant toujours fermement le pistolet mitrailleur. L'arme est sécurisée et examinée. Il s'agit bien d'un Mac 10 avec un silencieux artisanal, chargeur presque plein. La connexion est faite instantanément. Un homme asiatique âgé, une camionnette blanche, un Mac 10, c'est le même tireur. Et là, une réalisation glaçante, il comptait recommencer. Le Lai Lai avait encore quelques personnes à l'intérieur, alors si le tireur avait ouvert le feu, le nombre de victimes aurait augmenté. Brandon Say vient de sauver des vies. Mais lui, à cet instant, il ne pense pas à ça. Il est couvert de contusions au visage, à la tête, aux mains, il a probablement des côtes fêlées, et il tremble. Les paramédics le soignent sur place, il refuse l'hospitalisation, ses blessures sont superficielles, mais le traumatisme psychologique, lui, est bien réel. Yeah, sleep has been difficult. I've hardly had any sleep, and when I do get sleep, I wake up and just recall the situation that has happened to me.
It's very traumatic. I sometimes just shiver just thinking about what could have been. Brandon va passer la nuit à témoigner, à décrire chaque seconde de cette lutte, chaque détail du visage de l'homme qu'il a affronté. Et l'arme qu'il a arrachée au tireur va devenir la clé de toute l'enquête parce que, grâce à elle, les enquêteurs vont identifier le tireur en quelques heures et lancer la plus grande chasse à l'homme de toute l'histoire du comté de Los Angeles. Nous sommes toujours dans la nuit du 21 au 22 janvier, il est environ 1h du matin et l'arme récupérée par Brandon devient la pièce maîtresse de l'enquête. Le Mac 10 a été envoyé à l'ATF et la bonne nouvelle, c'est que le pistolet porte un numéro de série gravé sur le canon. Et ce qui n'est pas toujours le cas parce que beaucoup d'armes utilisées dans des crimes ont leur numéro de série qui est limé ou effacé pour éviter d'être tracé. Mais celle-là, elle en a un. L'ATF possède une base de données appelée le National Tracing Center et en quelques heures, il remonte la piste jusqu'à son propriétaire. L'arme a été achetée le 9 février 1999 à Monterey Park et l'acheteur s'appelle Hu Can Tran, né le 15 août 1950, donc âgé de 72 ans au moment des faits. L'arme n'était pas enregistrée en Californie et appartenait, comme on l'a dit plus tôt, à une catégorie d'armes interdite depuis 1989. Mais peu importe la légalité à ce stade, les enquêteurs ont maintenant une identité complète et la photo du permis correspond à un homme asiatique, le visage fermé, le regard froid, exactement comme décrit par Brandon. L'adresse connue est un mobil-home dans une communauté pour seniors appelée Lakes at Hemet West, à Hemet en Californie, à environ 135 km de Monterey Park. Une vérification rapide du casier de l'homme révèle une seule arrestation en novembre 1990 pour possession illégale d'armes, mais pas de condamnation majeure, aucune plainte récente, aucun signalement pour violence domestique, bref, un profil propre sur le papier. Mais pendant que les enquêteurs fouillent, un détail émerge des interrogatoires. Plusieurs personnes mentionnent qu'il y avait un Hu Can qui venait danser au Star Ballroom il y a plusieurs années. Après vérification, il s'avère que l'homme était effectivement un habitué du Star Ballroom, fin 2000, début 2010. Certains témoins affirment qu'il venait presque tous les soirs et c'est là qu'il a rencontré son ex-femme vers 2003. Ils se sont mariés peu après, puis ont divorcé en 2006, mais Hu Can Tran n'avait plus mis les pieds au Star Ballroom depuis au moins 5 ans. Il avait déménagé à Hemet en 2013 et depuis, personne ne l'avait revu. Alors, pourquoi revenir ce soir-là ? Et pourquoi tirer sur des gens qu'il ne connaissait visiblement pas ? Ces questions, les enquêteurs se les posent, bien sûr, mais la priorité absolue, c'est de retrouver Hu Can Tran avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Une opération massive est lancée à l'échelle du comté. La photo de Hu Can Tran est diffusée partout et la recherche de sa camionnette blanche devient la priorité numéro 1. Grâce aux caméras de circulation, le modèle du véhicule est identifié. Il s'agit d'un cargo van blanc de la fin des années 90, dont la plaque d'immatriculation enregistrée au nom de Tran est rapidement retrouvée dans les bases de données. Une alerte générale est lancée dans toute la région de Los Angeles, patrouilles renforcées, barrages, hélicoptères de police, mais les heures passent et Hu Can Tran reste introuvable. Les enquêteurs envisagent plusieurs hypothèses. Peut-être qu'il s'est caché en attendant que ça se calme, peut-être qu'il a quitté la région, ou peut-être qu'il s'est déjà ôté la vie. Pendant ce temps, dans la matinée du 22 janvier, vers 7h, une équipe se rend au domicile de Hu Can Tran à Hemet pour procéder à une perquisition et l'environnement est surprenant. Une petite communauté paisible pour seniors de plus de 55 ans avec palmiers, pelouses entretenues et retraités qui se promènent dans la rue. Le contraste avec l'horreur de la veille est saisissant. Les enquêteurs interrogent quelques voisins et les témoignages sont unanimes. Il était discret, vivait seul et ne causait jamais de problème. Seemed like a nice guy. I mean, he wasn't like somebody I'd be afraid of. You just don't know day to day who's who and what's what, you know. He didn't strike me as having an angry bone in his body, but... Dès que le mandat de perquisition est obtenu, le SWAT sécurise le périmètre au cas où Tran serait rentré chez lui pendant la nuit, puis les agents entrent dans le mobil-home. À l'intérieur, personne, et la camionnette blanche n'est pas là non plus, mais ce qu'ils découvrent dans le logement fait froid dans le dos. Hu Can Tran ne possédait pas qu'un seul Mac 10, loin de là. Dans un placard, les enquêteurs trouvent un fusil Savage Arms calibre 308, une arme de chasse puissante, ainsi que des centaines de cartouches, du calibre 308 pour le fusil et du 9 mm pour le Mac 10, stockés dans plusieurs boîtes, une quantité largement supérieure à ce qu'un particulier garderait normalement pour un usage personnel. Mais le plus inquiétant, ce sont les preuves de fabrication de silencieux artisanaux, des outils, une perceuse, une lime, des pièces métalliques, des plans et des schémas trouvés sur son ordinateur, ainsi que
des restes de métaux usinés. Pour info, la fabrication de silencieux est un crime fédéral aux États-Unis, passible de 10 ans d'emprisonnement. Le silencieux sur le Mac 10 était donc fait maison et Hukan Tran en avait fabriqué plusieurs. Les enquêteurs découvrent aussi que la moto, retrouvée près du Star Ballroom, est enregistrée au nom de Tran, ce qui confirme leur hypothèse. Il avait prévu un véhicule de fuite alternatif au cas où. Cet homme avait planifié son attaque dans les moindres détails. Tous les appareils électroniques sont saisis, ordinateurs, téléphones, tablettes, et tout sera épluché par le FBI, mais pour l'instant, Hukan Tran court toujours et personne ne sait où il se trouve. Jusqu'à 10h20. Dimanche 22 janvier, 10h20, une patrouille de routine de la police de Torrance, une petite ville côtière à environ 48 km de Monterey Park, repère une camionnette blanche sur un parking à l'intersection de Sepulveda Boulevard et Hawthorne Boulevard. Le véhicule, un cargo van blanc de la fin des années 90, correspond à la description. Alors, les officiers s'approchent et vérifient la plaque, qui s'avère être volée. Les officiers lancent immédiatement l'alerte et demandent des renforts, puis, en s'approchant du véhicule, ils distinguent une silhouette à l'intérieur. Quelqu'un est assis au volant. Ils tentent alors un premier contact via un mégaphone, ordonnant au conducteur de sortir du véhicule les mains en l'air, mais ils n'obtiennent aucune réponse. Les secondes s'égrènent, la tension est palpable, les officiers ont le doigt sur la détente, et soudain, un coup de feu retentit de l'intérieur. Les officiers se mettent immédiatement à couvert en se demandant si le tireur vient de leur tirer dessus ou alors s'il vient de retourner l'arme contre lui. Mais aucun autre coup de feu ne suit et aucun mouvement n'est visible à l'intérieur du véhicule. La décision est néanmoins prise de ne pas s'approcher et d'attendre le SWAT, parce qu'il est hors de question de risquer la vie des officiers face à un homme armé et désespéré, d'autant plus qu'en l'état, il ne représente pas de menace pour les autres. En attendant l'arrivée du SWAT, un dispositif de siège est mis en place autour de la camionnette, périmètre de sécurité de 200 mètres, évacuation des commerces et des résidents à proximité. Puis, lorsque le SWAT arrive, les tireurs d'élite sont placés sur les toits, des véhicules blindés sont déployés et un négociateur tente un nouveau contact, d'abord avec un mégaphone, puis en essayant de l'appeler sur son portable, mais il n'obtient aucune réponse non plus. Finalement, après plus de 2 heures sans signe de vie, la décision est prise d'intervenir. Il est 12h52 quand l'équipe du SWAT s'approche avec bouclier et armure. Il brise la vitre arrière, pénètre à l'intérieur et confirme Hukan Tran est mort. Il est affalé sur le siège conducteur, blessure par balle à la tête, l'arme encore dans sa main droite. Il s'agit d'un pistolet Norinco calibre 7,62 d'origine chinoise qui, contrairement au Mac 10, était légalement enregistré à son nom. Le temps du décès est estimé aux alentours de 10h20, 10h25. Il s'est donc ôté la vie au moment exact où la police l'a repéré. Il n'avait aucune intention ni de se rendre, ni de s'expliquer. Parce qu'aucune note n'est retrouvée, aucun indice sur ses motivations, rien qui permette de comprendre pourquoi cet homme de 72 ans a massacré autant d'innocents. Mais à ce stade, les enquêteurs espèrent encore que la perquisition de son domicile ou alors l'analyse de ses appareils électroniques leur apportera des réponses. Pendant ce temps-là, au centre médical LACUSC, les médecins livrent une bataille désespérée pour tenter de sauver les blessés du Star Ballroom. Et malheureusement, ils ne vont pas réussir à tous les sauver. Diana Manling Tom avait 70 ans, elle était originaire de Hong Kong. Selon sa famille, c'était une mère, une épouse et une grand-mère travailleuses qui adoraient danser, le genre de personne qui faisait toujours tout pour donner aux autres. Ce 21 janvier au soir, Diana était venue au Star Ballroom célébrer le Nouvel An en dansant avec ses amis, comme elle le faisait depuis des années, parce que la danse, c'était sa passion, son échappatoire. Elle a été grièvement blessée et transportée d'urgence à l'hôpital où les médecins ont lutté toute la nuit, mais ses blessures étaient trop graves. Et dans la matinée du 22 janvier, Diana succombe. Sa famille résumera la tragédie en une phrase. Samedi, c'était sa dernière danse. Avec le décès de Diana, le bilan s'alourdit à 11 morts et 9 blessés et la fusillade de Monterey Park devient officiellement le massacre le plus meurtrier de l'histoire du comté de Los Angeles. Ce dimanche après-midi, pendant que les nouvelles de la mort du tireur se répandent, la communauté de Monterey Park est sous le choc. La deuxième journée du festival, qui devait avoir lieu ce jour-là, est annulée. Les rues qui étaient remplies de joie la veille sont maintenant silencieuses. Et devant le Star Ballroom, les premiers bouquets de fleurs et les bougies commencent à s'accumuler. Le tireur est mort, les victimes sont identifiées, mais une question demeure, et c'est peut-être la plus importante. Qui était vraiment Hukan Tran et surtout, pourquoi a-t-il fait ça ?
Pour comprendre ce qui a pu pousser un homme de 72 ans à commettre un tel massacre, les enquêteurs vont devoir reconstituer sa vie, son parcours et surtout sa psychologie. Et ce qui va émerger, c'est le portrait d'un homme de plus en plus isolé et de plus en plus méfiant envers les autres. Huc Tran est né le 15 août 1950 et selon les documents officiels montrés à CNN par son ex-femme, c'était un immigrant originaire de Chine. Certaines sources mentionnent aussi le Vietnam et Hong Kong, mais les détails exacts restent assez flous. Ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé aux États-Unis à une date indéterminée et qu'il a obtenu la nationalité américaine par naturalisation au début des années 90. Il a travaillé comme chauffeur routier pendant plus de 20 ans et en 2002, il a même créé sa propre entreprise, Trans Trucking Inc., basée à San Gabriel. Mais l'entreprise n'a pas duré, elle a été dissoute en 2004. À cette époque, Tran vivait à San Gabriel, à 5 minutes du Star Ballroom, et c'est là que sa vie va prendre un tournant particulier parce que Huc Tran avait une passion, la danse de salon. À la fin des années 90, début des années 2000, il devient un habitué du Star Ballroom, il s'y rend presque tous les soirs selon un ami, il y donne même des cours informels gratuitement, ce qui ne plaît que moyennement aux instructeurs officiels qui, eux, font payer leurs leçons pour vivre. Et c'est au Star Ballroom que Huc Tran va rencontrer son épouse. Fran's ex-wife told CNN she met him at the Star Ballroom dance studio about 2 decades ago. She said he worked as a truck driver at the time and could be quick to anger. Ils se sont mariés vers 2001, mais leur mariage ne dure pas parce que, selon son ex-femme, Huc Tran, s'il n'était pas violent physiquement, avait un tempérament assez colérique. Il pouvait s'emporter facilement pour des choses a priori insignifiantes. Par exemple, si elle ratait un pas de danse, il se mettait en rogne parce qu'il estimait que ça le faisait mal paraître aux yeux des autres. Après quelques années, elle a eu l'impression qu'il se désintéressait d'elle et en 2005, Huc Tran a demandé le divorce qui a été prononcé en 2006. Après la séparation, son ex-femme n'a plus eu aucun contact avec lui. Mais c'est un autre témoignage qui va vraiment éclairer la personnalité troublante de Huc Tran, celui d'Adam Hood, un ancien locataire et ami de longue date, qui décrit l'homme en 2 mots, méfiance et haine. Dans une déclaration à ABC News, il explique, je cite, « Il ne faisait confiance à personne et il pouvait haïr les gens jusqu'à la mort. Il poussait ça à l'extrême. » Selon ce témoin, Huc Tran était par exemple convaincu que les instructeurs du Star Ballroom déblatéraient dans son dos, ce qui a priori était infondé. L'ami ajoute que Huc Tran était un solitaire, qu'il n'avait pas beaucoup d'amis, et qu'il passait ses soirées seul. En 2013, Huc Tran vend sa maison de San Gabriel et déménage à Hemet, à 135 km de Los Angeles. Il s'installe dans un mobil-home au sein de la communauté pour seniors mentionnée plus tôt, et c'est là qu'il va passer les 10 dernières années de sa vie, de plus en plus isolé, de plus en plus amer, mais sans rien laisser paraître parce que ses voisins à Hemet n'ont jamais rien remarqué d'anormal. Mais ce que les voisins ne savaient pas, c'est qu'il y a eu des signaux d'alarme quelques jours avant le massacre. Le 7 janvier 2023, soit 14 jours avant la fusillade, Huc Tran se rend au commissariat de Hemet et prétend que sa famille l'a escroqué, qu'on lui a volé de l'argent et surtout qu'on a tenté de l'empoisonner. Des événements qui, selon lui, se seraient produits il y a 10 à 20 ans dans la région de Los Angeles. Les policiers prennent note et lui demandent de revenir avec des preuves, des documents, quelque chose de concret, et Huc Tran revient 2 jours plus tard, le 9 janvier, toujours avec les mêmes allégations, mais toujours sans aucune preuve. Les officiers lui expliquent alors une nouvelle fois que, sans preuve de ses dires, ils ne peuvent rien faire, et le vieil homme promet à nouveau de revenir, mais cette fois, il ne reviendra jamais. 12 jours plus tard, il entre dans le Star Ballroom, armé d'un Mac 10, et tue 11 personnes. Avec le recul, ces visites au commissariat ressemblent à des signaux d'alarme évidents, mais légalement, les policiers ne pouvaient rien faire. Tran n'avait menacé personne directement, il n'avait commis aucun crime, il faisait juste des allégations non prouvées. Et on ne peut pas arrêter quelqu'un pour ça. Le shérif Luna dira plus tard que son département cherchait à déterminer si ces allégations avaient contribué à la folie qui s'est produite, mais la vraie question demeure. Pourquoi le Star Ballroom ? Pourquoi maintenant, après toutes ces années ? Et surtout, pourquoi ces victimes précisément ? Dans les jours qui suivent le massacre, les enquêteurs tentent de répondre à la seule question qui reste. Pourquoi ? Le FBI déploie ses profilers, l'ATF ses experts en armes, le bureau du shérif Luna met des dizaines de détectives sur l'affaire, et ensemble, ils vont éplucher chaque aspect de la vie de Huc Tran. Ils analysent son ordinateur, son téléphone, ses documents, ils interrogent
des dizaines de personnes, incluant son ex-femme, ses anciens amis, ses voisins et les habitués des studios. Et il vérifie s'il existe le moindre lien entre le tireur et chacune des 11 victimes. Et ce qu'il découvre, c'est rien. Absolument rien. Reprenons les pistes explorées une par une. Première théorie, la jalousie amoureuse. C'est l'hypothèse qui circule le plus dans les premiers jours, notamment parce que Hukan Tran avait rencontré son ex-femme au Star Ballroom et que certains témoins évoquent des tensions liées à des histoires de cœur. Les enquêteurs vérifient si Hukan Tran avait un lien romantique avec l'une des victimes ou s'il visait peut-être une femme en particulier. Les 6 femmes tuées sont identifiées: Mai Mai Nan, 65 ans, Li Lan Li, 63 ans, Xiu Yan Yu, 55 ans, Moi Dai Hung, 67 ans, Hong Ying Yan, 62 ans et Diana Manling Tom, 70 ans. Les enquêteurs épluchent leur vie, leurs cercles sociaux, leurs éventuelles connexions avec Hukan Tran et résultat, aucune d'elles ne le connaissait et lui ne les connaissait apparemment pas non plus. L'ex-femme de Hukan Tran confirme qu'elle n'avait plus mis les pieds au Star Ballroom depuis 2006 et qu'elle ne connaissait aucune des victimes et elle n'était évidemment pas au Star Ballroom ce soir-là. La piste de la jalousie amoureuse est donc écartée. Deuxième théorie, un ancien conflit au sein du Star Ballroom. On sait que Tran fréquentait le Star Ballroom pendant des années, qu'il donnait des cours gratuits qui agaçaient un petit peu les instructeurs officiels et qu'il se plaignait que les gens déblatéraient dans son dos. Peut-être une dispute, une humiliation, un conflit qui aurait nourri une rancœur pendant des années. Les enquêteurs interrogent donc les survivants et les habitués du studio, et si certains se souviennent vaguement d'un Hukan, les souvenirs sont flous et personne ne se rappelle d'un incident majeur. Et puis, il y a un problème de timing. Le shérif Luna confirme lors d'une conférence de presse que Hukan Tran n'avait plus fréquenté le Star Ballroom depuis au moins 5 ans. 5 ans. Alors, pourquoi revenir maintenant? Pourquoi ce soir-là? Si Tran avait eu un conflit avec quelqu'un, pourquoi attendre si longtemps pour se venger? Et surtout, les personnes qui fréquentaient le Star Ballroom à l'époque ne sont pas forcément les mêmes que celles présentes ce soir-là. La plupart des victimes ne venaient que depuis 2 ou 3 ans. La piste du conflit ancien est elle aussi écartée. Troisième théorie, une cible spécifique. Peut-être que Hukan Tran visait une personne en particulier et que les 10 autres victimes n'étaient que des dommages collatéraux. Les enquêteurs analysent les rapports balistiques pour déterminer l'ordre des tirs et les trajectoires, essayant d'établir s'il aurait tiré de manière ciblée sur quelqu'un avant de s'en prendre aux autres. Résultat, non. Les tirs semblent aléatoires, sans pattern suggérant une cible unique. Il a tiré sur tout le monde sans aucune distinction. Les enquêteurs vérifient aussi si l'une des victimes aurait pu avoir un lien avec Tran, que ce soit professionnel, familial, amical ou encore financier. Ming Wei Ma, le propriétaire du studio? Aucun conflit connu. Yu Lun Kao, le monsieur gentil? Aucun lien. Et ainsi de suite pour chacune des 11 victimes. La piste de la cible spécifique est donc écartée. Le 25 janvier 2023, lors d'une conférence de presse, le shérif Robert Luna fait une déclaration frustrante. As of today, based on the interviews the investigators are still conducting, they have not been able to establish a connection between the suspect and any of the victims thus far. The suspect was not married. We've gotten information from different places that, asking us if one of the victims was his wife. And not only have we found that he wasn't married, but we have not been able to tie him in romantically to any of the victims so far. Investigators, as they go through that, we're looking at everything. And again, with the goal of trying to find a motive. And hopefully we can. Sometimes it's frustrating when something like this happens. It's so tragic because we're trying to understand it. And it doesn't make sense. It really doesn't. Mais 6 mois plus tard, il fait une nouvelle révélation. Il annonce que Hukan Tran avait envoyé une sorte de manifeste aux autorités avant de commettre son attaque. L'espoir renaît. Peut-être que ce manifeste contient la réponse, peut-être que Hukan Tran y détaille ses motivations, mais voilà le problème, le contenu de ce manifeste n'a jamais été divulgué, ni aux médias, ni au public, ni même aux familles des victimes. Le FBI refuse tout commentaire, invoquant une enquête en cours. Mais quelle enquête? Le tireur est mort et il n'y aura pas de procès, alors pourquoi ce secret absolu? Les familles des victimes continuent de réclamer des réponses, mais aujourd'hui encore, plus de 2 ans après les faits,
Le contenu du manifeste reste secret et le mobile de Huc Anh Tran demeure un mystère total. Ce que l'on peut reconstituer, c'est le portrait d'un homme profondément paranoïaque, convaincu que le monde lui en voulait, un homme rempli de griefs, réels ou imaginaires, accumulés pendant des décennies. Un homme qui, pour commettre l'irréparable, a choisi le Star Ballroom, lieu symbolique de son passé, et une date elle aussi symbolique, le Nouvel An lunaire. Peut-être qu'il en voulait à la communauté en général, peut-être qu'il associait le studio à une période douloureuse de sa vie, peut-être qu'il détestait voir d'autres personnes heureuses alors que lui était misérable et seul. Tout cela ne reste que des spéculations. Mais il y a une chose dont on est sûr, c'est que face à cet homme déterminé à tuer, il y a eu des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Et c'est d'eux dont on doit se souvenir. Le 7 février 2023, à peine 2 semaines après les faits, Brandon Say est assis dans la loge de la première dame des États-Unis au Capitole à Washington. Devant lui, le président Joe Biden qui s'apprête à raconter son histoire devant tout le Congrès américain. Quand le président prononce son nom, Brandon se lève et tout le Congrès, républicains et démocrates confondus, se lève avec lui pour une standing ovation. 2 weeks ago, during the Lunar New Year celebrations, he heard the studio door close, and he saw a man standing there pointing a semi-automatic pistol at him. He thought he was going to die, but he thought about the people inside. And in that instant, he found the courage to act and wrestle the semi-automatic pistol away from the gunman who had already killed 11 people in another dance studio. 11. He saved lives. It's time we do the same. Ban assault weapons now. Ban them now. Once and for all. Pour info, les armes d'assaut n'ont toujours pas été interdites aux États-Unis à l'heure où je tourne cette vidéo. En mars 2024, Brandon est honoré du prix Single Act of Heroism Honorary par la Medal of Honor Society, décerné par les 63 récipiendaires vivants de la médaille d'honneur, la plus haute distinction militaire américaine. Aujourd'hui, il continue de travailler au Lai Lai Ballroom avec sa famille et il utilise sa nouvelle notoriété pour sensibiliser sur la santé mentale et sur l'importance de la solidarité au sein de la communauté asiatique américaine. Lors de la cérémonie où la police d'Alhambra lui a remis une médaille de courage, il a dit quelque chose qui résume peut-être toute cette histoire. J'ai réalisé que la vie est fragile. La plupart des victimes, je les connaissais personnellement. Elles venaient toujours au studio et je les considérais comme des amis. C'était parmi les personnes les plus bienveillantes que j'ai jamais rencontrées. Et qu'on nous les ait enlevées, c'est une expérience déchirante. Ces personnes dont parle Brandon, c'était 11 personnes âgées entre 57 et 76 ans qui aimaient danser et qui faisaient partie de cette communauté soudée du Star Ballroom. 11 personnes tuées par un homme qu'elles ne connaissaient même pas et pour des raisons que tout le monde ignore. Mais au fond, est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que savoir pourquoi ramènerait Mai Mai, Monsieur Gentil, Yulun Kao et les 8 autres? Non. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est peut-être ça. Face à un homme armé et déterminé à tuer, il y a eu des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Monsieur Ma, qui s'est sacrifié, Yu Lun Kao, qui a protégé Charlie, et Brandon Say, un programmeur informatique de 26 ans, qui a trouvé le courage en une fraction de seconde de risquer sa vie pour sauver celle des autres. Le tireur, lui, on l'a déjà presque oublié, mais eux, ils méritent qu'on se souvienne. Derrière des drames comme celui dont je vous ai parlé aujourd'hui, il y a souvent des personnes qui se sentent invisibles, rejetées ou incomprises, des personnes qui auraient sans doute pu être aidées si elles avaient eu quelqu'un à qui parler. Si vous traversez une période difficile, si vous vous sentez seul ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait avoir besoin de parler à quelqu'un, n'oubliez pas BetterHelp, le sponsor de cette vidéo, parce que parler à un professionnel, ça peut faire toute la différence. Le lien est en description, betterhelp.com/rafu. pour 10% de réduction sur le premier mois. Je vous retrouve en janvier et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous de très joyeuses fêtes de fin d'année. Et surtout, n'oubliez pas, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Salut!